Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aussi aux membres des forums rcmag.com et rcmagvintage.com. Alors c'est le numéro 13 de notre série sur l'histoire de la voiture RC. Alors là je vais reprendre le même principe que j'ai fait avec Auto RCM, hein, le numéro 1. Là je vais prendre encore le numéro 1 d'une autre revue, c'est Automodélisme. Et là c'est le numéro 1 de janvier 1984. On va le feuilleter ensemble et je vais essayer de vous montrer un maximum de matériel qui est présenté dans cette revue. Alors je vais vous le montrer en réel, hein, vous voyez. J'ai fouillé dans ma collection et aussi dans le stock de Cyril, là, de Modis 34, et j'ai mis un maximum de voitures qui correspondent de côté. Voilà, et on va essayer de partir sur cette base-là. Et pour chaque modèle présenté, que ce soit sur une pub ou un essai ou un article de course, on essaiera de parler de cette voiture. Alors je préviens à l'avance, hein, les puristes, hein. Bien sûr, des fois les modèles que je présente à un an près, c'est pas toujours la bonne version parce que ça évoluait très vite à l'époque, mais c'est juste pour donner une idée, hein, de ce qui était utilisé en cette année. Donc là c'était pour 83, hein, là il parlait du matériel de 83 et début 84. Alors sur la couverture, alors déjà, oui, je vais plutôt parler de la revue, hein, déjà, c'est vrai que si j'en parle pas, c'était une revue qui a eu une vie très brève, qui était beaucoup, il y a assez peu de pages, hein. C'était assez peu épais, c'était plus artisanal, je pense que les autres, comme on a trouvé avec Auto RCM, Adept, Auto 8 ensuite. Mais c'est une revue que j'ai beaucoup aimée, moi, parce que je trouvais qu'elle était assez technique. Et elle était faite par des pistards, hein, essentiellement. Alors on voit notamment Gilbert Degnon, hein, qui est toujours en activité, hein, comme organisateur, notamment le dernier championnat du monde qui avait été organisé en France. Il faisait partie de l'équipe d'organisation. Voilà, donc il y avait beaucoup de sujets sur la piste. Et il y avait même certains numéros, quand je vous présenterai d'autres numéros, vous allez voir, c'était même sous forme de BD. Il y avait des courses de la région lyonnaise qui étaient en BD, c'était assez original. Alors il n'y a pas dans ce numéro-là, mais je crois qu'il y a eu 13, 14 numéros, je ne sais pas exactement. Il y en a eu assez peu. Donc en couverture, on retrouve le Turbocross. Alors ça, c'est une voiture de loisir d'origine italienne. Il y avait beaucoup de voitures qui étaient d'origine française ou italienne, hein. À cette époque, les pneus notamment, c'est souvent italien. Donc le Turbocross, malheureusement, j'en ai pas à vous présenter, mais si vous allez sur RC Mac Vintage, il y en a en photo. Donc c'était une voiture de loisir, hein, avec des toutes petites rampes de suspension, on va le voir après. Et après, on voyait vice-champion d'Europe 1983, encore une voiture italienne, le Presto. Alors ils disent Rob, mais enfin quand c'était Garbo qui construisait cette voiture. Et ça, j'en ai un à vous montrer, hein, il est là. Alors bien sûr, c'est pas la version 4x4, moi que j'ai, c'est la version de base d'Euromotrice, mais qui est toute neuve. Alors on verra ça après, hein, quand il y aura l'article, parce qu'on peut voir dans les articles, on a le Presto qui est présenté, le championnat du monde, donc 1983. Alors ça va être intéressant, parce que c'est la première fois qu'on avait un champion du monde français avec David Leca. On a le Turbocross qui est présenté, championnat de France de voiture RC, voilà la présentation de la radio Monza et les nouveautés. Voilà. Donc là, je pense que c'est un départ du championnat du monde. Voilà, donc on tournait là, bah, justement Gilbert Degnon, vous voyez, c'est un magasin qui est à Grenoble, lui. Donc il avait une boutique. D'ailleurs, on voit les voitures qui sont présentées dans le magazine, elles sont en photo là, c'est marrant. Ça, c'est la EX1, c'est la radio. Quand je vous ai présenté le numéro 1 d'Auto RCM, hein, c'était déjà la radio que je voulais présenter. Déjà, je vais pas le refaire. Donc il y avait un édito, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais, donc eux, il y avait pas mal de petits dessins. Donc moi, j'aimais beaucoup. Et vous avez donc l'essai du Presto. Alors le Presto que je vais vous présenter, alors je vous le montre avant déjà. Vous voyez, c'est un 4 roues motrices à chaîne et avec des bras tirés. Voilà, et on peut voir qu'il n'y avait même pas d'amortisseur à l'avant, il y en avait juste à l'arrière. Voilà, on voit les amortisseurs à l'arrière.
Voilà, donc c'était une voiture quand même, si on regarde la conception des voitures actuelles, qui était complètement différente et surtout extrêmement éloignée du Yankee, de la voiture Yankee qui était justement la championne d'Europe et qui était avec des coupes coniques comme on connaît maintenant. Voilà. Les Italiens, ils ont eu du mal en fin de compte à copier les Français, contrairement aux Japonais. Là, ils étaient encore avec une conception un peu comme certaines voitures japonaises, hein, comme le Land Jump avec des bras tirés, une chaîne. Vous voyez, il n'y avait même pas de différentiel, hein. C'était prise directe. Et c'était bien parce qu'il livrait, il y avait un éclaté comme dans les notices, alors ça permettait de voir vraiment la voiture, comment elle était conçue. Ça, c'était pas mal. Vous voyez, c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment de platine radio, hein. On voit, c'était directement fixé sur le châssis, sur cette version-là. Voilà ce qu'on pouvait voir. Et maintenant, je vais vous le montrer. Et là, il faisait un essai de la voiture et il disait c'était pas mal fait les essais, c'était pas trop. Donc là, le Presto, j'en ai un. Alors c'est peut-être pas exactement cette version-là parce que je pense que les premiers ils avaient des triangles noirs. Là, c'est peut-être une version qui est apparue un poil après, mais c'est vraiment très proche. Alors bien sûr, celui-là il a des pneus extrêmement loisirs, hein. C'est une voiture que j'ai eue comme ça, elle est toute neuve. Et c'était donc un modèle vraiment de base. On peut voir, il n'y a même pas les amortisseurs, hein. C'est juste une tige, voilà, qui coulisse là, hein, avec le bras tiré. Donc il y a une transmission sous carter. Alors on va voir, je me rappelle pas, je pense que c'est par chaîne et on voit dans ces courroies. Voilà, donc c'est une transmission par courroie. Les modèles comme le Yankee 83, tout ça, c'était, ou les Machos, c'était des chaînes qui étaient dedans. On voit là, il y a un disque, une sorte de matière ferrodo. Voilà, donc c'était des gros bras tirés comme ça. Alors bien sûr, ça souffrait pas mal au niveau guidage, tout ça, mais on voit qu'ici, il y a l'emplacement pour mettre des amortisseurs hydrauliques. Tout était en option en fin de compte. Et celle-là, elle a une platine, contrairement à celle qui est présentée sur la revue. Donc je pense que ça doit être un modèle peut-être 84. Alors celui qui présente, voilà. Ou le contraire, mais en tout cas, c'est pas exactement la même version, mais c'est bien un Presto. Alors on voit la suspension à l'avant, c'est juste des épingles, hein, vous voyez. Il y a l'épingle qui appuie dessus. Alors je vous dis, la suspension, bien sûr, c'est difficilement réglable, hein. C'est juste, si on regarde bien, ouais, on décale, il y a deux trois points d'ancrage différents pour le ressort. Voilà, donc le ressort, il y a intérêt qu'il soit identique entre la droite et la gauche. Enfin, ouais, là, il manque le pare-choc, hein. C'était un grand pare-choc, comme on peut le voir sur la photo. Voilà, on voit, vous voyez, la taille du pare-choc, c'était énorme, hein. C'est sûr que c'était pour protéger les roues avant. Voilà, donc ça, c'était un modèle plus compétition. Et celui-là, donc, c'était évolutif en 4 roues motrices, hein, on pouvait le modifier. Et vous voyez, il n'y a pas de diff à l'arrière, hein. Oh, il n'y a pas de différentiel. Le réservoir, ça commençait à être des réservoirs un peu plus modernes, hein, avec une ouverture, une récupération même du carburant. Voilà. Le Presto, celui-là il est tout neuf, mais il est pas tout à fait complet. Vous voyez. Le châssis, c'était juste une plaque, hein, très simple. Et à l'arrière, il mettait un pod, c'est-à-dire une deuxième plaque. Ça permettait de faire comme si c'était fraisé pour noyer les vis du moteur et surtout pour avoir plus de rigidité sur l'arrière. On voit ici les fixations avec les fusées en aluminium, les bras en plastique. Voilà, donc le Presto avec sa carrosserie. Bon, celle-là, c'est pas celle qui correspondait dessus, mais c'est une carrosserie de Presto. Voilà, elle avait une tête assez caractéristique, avec d'énormes entrées d'air là pour refroidir le moteur. Donc voilà, le Presto. Donc ça, c'est une voiture, pareil, vous pouvez en trouver plein hein, sur RC Mac Vintage. Après, alors qu'est-ce qu'on avait comme autre voiture? Donc il y avait l'essai complet, hein, il y avait plusieurs pages. On trouve la Grosvenor Porsche Turbo. Alors ça, c'était les 1/12e hein, de l'époque. C'était très... Autant maintenant, c'est complètement tombé en désuétude, mais si vous avez regardé le numéro que j'ai fait sur l'auto RCM numéro 1, il y avait beaucoup de voitures électriques 1/12e. Il n'y avait pas de TT, hein, quasiment pas, qui étaient présentées. Alors ça, Grosvenor, ça j'ai déjà dit aussi, je crois, mais c'était du Kyosho. Souvent les modèles qui distribuaient. Alors donc les 1/12e, moi j'ai débuté avec ce genre de voiture, hein. Donc c'était bien sûr, il n'y avait pas de variateur électronique, hein, c'était des variateurs mécaniques à patins.
Ouais, c'était vraiment un look très simple. Alors ça, j'en ai une à vous présenter. Alors pas avec la bonne carrosserie, hein. La mienne, c'est la carrosserie de BM. Mais j'en ai une ici. C'est la même voiture, hein. Alors déjà, sur celle-là, on peut voir que c'est des pneus en caoutchouc. Oui, il y avait un gros pare-choc. Le train avant, c'était un bloc d'alu moulé. Et les fusées qui pivotaient dessus, là. On voit compte qu'il y avait une vis comme ça, un axe. Et les fusées qui pivotent dessus. Il y avait déjà un système de sauve-cerveau. Ce qui n'était pas le cas sur toutes les 1/12e. Le variateur mécanique. Alors ça, je veux dire qu'il y avait pas mal de faux contacts. Voilà. Ça marchait comme ça. Marche avant, neutre, marche arrière. Voilà. Donc là, il n'y avait pas d'histoire de frein. Alors souvent, il y avait des faux contacts à ce niveau-là. Des fois, ça fumait. Parce que, bien sûr, le cuivre est très peu épais. Le fameux moteur Mabuchi 540, hein, type Mabuchi. Et on avait un pare-choc à l'arrière aussi. Des jantes un peu maquettes. Et on peut voir le châssis, c'était juste une plaque en époxy. Hein, il s'était pas embêté. Hein. Et il y avait des pièces en aluminium. Alors, ce qui était bizarre, c'était le support batterie qui était en aluminium. Surtout quand on voit les batteries de l'époque, hein, fallait pas avoir peur des faux contacts. Les fixations pour le cerveau, pareil, c'était des simples pliages en aluminium. Et le pod arrière, pareil, c'était juste un pliage, on voit. Donc c'était quand même assez simpliste. Et bien sûr, il n'y avait pas de différentiel. Hein. Ah si, il y a un différentiel, je dis une bêtise. Alors on voit le différentiel à pignon extérieur. Voilà. Donc bien sûr, ça prenait la poussière. Voilà, donc c'est simplement parce qu'il est un peu coincé. Alors là, j'avais pas trop l'effet. Et on peut voir le pignon moteur hein, qui était en. Souvent c'était en alliage de cuivre. Voilà ce que c'était les fameuses gros pneus. Ça se vendait bien, ça. Et il y avait deux, trois carrosseries un peu différentes, notamment une superbe BMW, je me rappelle, la boîte était rouge. Tandis que là, celle qui présente, c'est la Porsche. Voilà, donc ça, j'ai pu vous le montrer parce que je l'avais. Donc pareil, là, ils font l'essai, la présentation. Et là, on en arrive au championnat du monde. Alors là, c'est un gros dossier. Championnat du monde à Carnoux. Donc c'était championnat du monde en France. Alors malheureusement, cette piste, il y en a qui ont dû connaître. Alors Carnoux, c'est dans le sud. Hein. Et malheureusement, plus ou moins, je crois, alors ça serait bien qu'il y en ait, notamment Gilbert Degnon, il doit savoir. D'ailleurs, l'article était de lui. Je crois que le club il s'est cassé un peu la figure suite à cette course. Je pense que ça a été un énorme investissement. Et il y a eu quelques embrouilles lors de cet événement qui ont fait que voilà, ça a été un peu tendu, je pense, pour l'organisation. Alors ça, je pense que des spécialistes, en relisant l'article, et ceux qui l'ont vécu, ils pourront peut-être en parler beaucoup mieux que moi. Et donc là, c'était un retour, hein, parce que là, on était donc en janvier 84, et là, ils font un retour sur ce championnat du monde marque, voilà, par marque, ils font. Donc là, on voit quelques images. David Leca, hein, qui a donc été le premier champion du monde français en piste 1/8, qui était un peu à l'époque notre Formule 1, hein, parce que c'était la grosse catégorie. Maintenant, ça a beaucoup baissé, mais à l'époque, c'était vraiment très très important. Quasiment tout le monde faisait de la piste 1/8. Et là, on a sa voiture. Hein. Donc, je vais pouvoir vous présenter parce que j'ai la même, enfin la même, le même modèle. Voilà. Et après, il y avait, voilà, à l'époque, il faisait beaucoup de pièces spéciales. Voilà, par exemple, des ensembles tout carbone pour Associated. On avait, voilà, Associated qui faisait une voiture à suspension aussi, qui a fait la pole, je crois. Là, une PB Alpha, mais enfin une PB, oui, Alpha, mais qui était très modifiées. Alors les voitures, souvent, elles n'étaient pas d'origine. Hein. Les gars, ils bricolaient énormément. Voilà, les SG, qui étaient en nombre. Là, c'était les modèles, bon, c'était complètement dépassé, hein, les Japonais. Par contre, ils avaient une 4x4 et c'était la Phantom. Alors, à ne pas confondre avec la Phantom 4x4 ou un 12e, hein, que je vais vous montrer, parce qu'ils en parlent dans cette revue, et en plus, elle vient de ressortir en réédition. Alors, je vais en profiter pour vous la montrer. On voit, là, il y avait des bricoleurs qui faisaient des sortes de variateurs hein, pour remplacer la boîte des variateurs. Donc ça, c'était Torp qui faisait ça. Donc ça, c'était quand même assez astucieux. Ça permettait de faire varier en continu la vitesse. Voilà, bon, sauf que ça n'a pas trop pris. Voilà, les serpents quattro de Rodirum, alors, Rodirum qui est encore présent, hein, notamment il est présent sur le forum,
qui est encore qui a sa boutique, qui vend des moteurs, qui a été champion du monde par la suite aussi, et qui pilotait à l'époque des Serpents. Alors là, je peux vous dire que là, c'était vraiment la première fois qu'on utilisait des pistolets de remplissage rapide. Autrement, c'était qu'à la pipette, même à la poire à lavement. Ouais, il y en a, ils prenaient des poires à lavement pour faire le remplissage des trucs, c'était assez marrant. Voilà, encore la Columbia, hein, la SG, hein, les voitures italiennes. Voilà, Sabatini qui concevait les voitures italiennes et qui est mort il y a 3-4 ans, je crois, qui est disparu. Voilà, les SG qui étaient, comme je vais vous le montrer, qui étaient extrêmement modifiés. Et ce qui était pas mal, c'est que il y avait toute la liste des pilotes avec tout le matériel utilisé. Alors ça, c'était quand même top, hein. Vous voyez, vous aviez le type de radio utilisé, le type de cerveau, le carburateur. Parce que souvent, là on le voit, hein, maintenant tout le monde utilise le carburateur qui est livré avec le moteur. À l'époque, pas du tout. Vous voyez, le KEB, là, ils utilisent un OPS. L'OS, on se dit, merde, OS, c'est super carbu. Non, non, on utilise des moteurs, des carbus HB. Voilà, sur un Pico, des Cipolla. Vous voyez, c'était très très souvent, il y avait beaucoup plus de bidouilles que maintenant, hein. C'était les temps héroïques, hein. Vous voyez, il y avait tous les lecteurs et les commentaires, les répartitions par pays. Les moteurs, vous voyez que les moteurs Pico, ils étaient majoritaires devant les OPS. Donc les Italiens, à eux seuls, ils avaient 60% du plateau. Voilà, donc les marques autres, hein, même plus, hein, parce qu'il y a Cipolla, c'était italien, Pico et OPS. Voilà. KEB, c'est les ricains. Et voilà, donc les radios, on peut voir à l'époque, déjà Sanwa, c'était très bien représenté. Rob, c'était pareil que Futaba. En fin de compte, ça n'a pas énormément changé. Et les cerveaux, ouais, c'était déjà Sanwa, Futaba, KO. Voilà. Donc tout ça, c'était quand même des articles qui étaient super bien étudiés. Allez, je vais juste arrêter la vidéo pour mettre en place les voitures, parce que les voitures, elles sont là, il faut que je les mette dans le bon ordre, pour vous montrer un peu ce qui était utilisé lors de ce championnat du monde. Allez, j'ai sorti les belles rouges. Alors là, vous avez la PB Alpha 83. C'est à partir de là que j'espère que je ne vais pas me planter, parce que j'ai eu un petit trou de mémoire d'un coup. Donc je ne vais pas mélanger les modèles, autrement je vais me faire tuer. La 82 et ici la PB Alpha 81 que je vous ai déjà que j'ai présenté déjà sur un numéro spécifique. Voilà, ça c'était la toute première voiture à suspension qui a été commercialisée en masse. Après, vous voyez qu'il y a eu cette évolution la 82, donc c'est essentiellement au niveau du train avant, vous voyez la position des amortisseurs. C'est essentiellement là que ça avait été modifié. Aussi un peu à l'arrière, là, je crois que c'est à partir de celle-là qu'il y avait un peu de pincement à l'arrière. Il y a le petit déflecteur, enfin voilà, des choses comme ça qui ont été modifiées. Mais nous, on va s'intéresser à la PB Alpha 83. Alors là, on voit que les modifications étaient plus importantes. Là, c'était notamment au niveau de la platine radio, qui était complètement différente, avec les supports qui étaient en dessous, là. Donc pour le récepteur et pour la batterie, pour abaisser les masses. Et le système aussi d'amortissement, alors là c'était limite ridicule. Donc c'était un amortisseur commun des deux côtés. Et on peut voir ici le volume, il est ridicule, quoi. On mettait 2 gouttes d'huile. Alors je crois qu'il était à volume constant, hein, la tige. Elle traversait ici, c'est pour ça qu'il se prolonge. Et on peut voir ici, il y a les réglages de butée, réglage de la barre de torsion, hein, parce que c'est pas des ressorts. Ici, c'est des ressorts, c'est des barres de torsion, comme les vraies voitures, en fin de compte. Là, les barres anti-roulis. Voilà, donc ça, c'est la voiture championne du monde. Regardez les supports moteurs qui sont quand même un peu spécifiques, hein. Voilà, donc la transmission est par chaîne, avec un diff comme le Buffalo que je vous ai présenté, hein, déjà aussi, dans le précédent numéro. Le système de frein, là, avec sa cam. Voilà, les amortisseurs aussi qui sont différents des versions précédentes. Alors je pense que c'est une histoire de volume. Voilà, c'est ça. On le voit bien la tige. Là, je sais pas si vous voyez. Quand je rentre, on voit la tige. Donc ça permettait d'assurer le volume constant. Mais bon, avec les 2 gouttes qu'il y a dedans. Voilà, donc là, le réglage des barres de torsion. Alors ça, à l'occasion, il y a un démontage rapide sur celle-là. Alors, je sais pas si c'était d'origine ou si c'est ce modèle-là qui l'a. Voilà, et les fameuses jantes rouges qu'on retrouvait, la couleur rouge qu'on retrouvait sur toutes les PB. Et après, la voiture suivante, la Nova, là, vous verrez dans un prochain numéro que c'est passé au noir.
Voilà, donc là, PB Alpha, championne du monde avec David Loca. Alors après PB, on va faire Serpent. Alors ça a été pendant très longtemps les deux gros concurrents, hein, tout le reste des années 80. Ça a été vraiment la grosse bataille entre PB l'anglais et Serpent le hollandais. Alors c'est PB, je pense, qui a sorti en premier la voiture à suspension, hein, mais rapidement Serpent a répliqué avec la Quattro. Alors Quattro, ça veut pas dire 4 roues motrices, hein. Ça veut dire 4 roues indépendantes, hein, je pense. Donc, ici, on a la vraie, hein. Ça, c'est la toute première. Alors d'ailleurs, on voit c'était une voiture d'expo, mais celui qui avait collé les pneus, il s'était complètement planté. Ouais, il a inversé, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a, normalement, c'est collé vers l'extérieur, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment la Quattro originelle, hein, la première. On voit qu'il n'y avait même pas, si on regarde bien, donc là, vous regardez le système de barre anti-roulis, bon, c'est limite ridicule. Et c'est des épingles, des suspensions, donc c'est un système de barre de torsion, si on veut, voilà. Et on voit pas d'amortisseur hydraulique, il n'y en a pas. Le cerveau, c'était pour en avoir une, c'était hyper galère. Sur la PB, c'était pas terrible non plus, mais là, on le voyait, vous voyez, on le voyait pas. Donc pour faire le montage, c'était un peu compliqué. On voit le train arrière, donc c'est le même principe que PB à peu près, sauf que eux, voilà, là on le voit bien, PB, il y avait les disques, ils étaient directement sur le différentiel. Là, c'était différent. Ils l'ont mis, alors c'est eux qui ont inventé ça, hein, parce qu'après tout le monde l'a fait comme ça. Ils l'ont mis directement sur la transmission primaire, hein, sur la couronne. Le moyeu, c'est un carré, et ça entraîne les disques. Donc ça, le freinage était quand même plus puissant. Donc c'était un plus. On revoit la transmission en chaîne comme sur la PB, sauf que la PB, c'était un différentiel à pignon. Et Serpent, eux, c'est eux qui ont plus ou moins inventé ça aussi, hein, genre dans la grande série, c'était un différentiel à billes. Donc il y avait quand même plus, on pouvait le régler plus facilement. Et c'est sûr qu'après, quand les voitures ont évolué, qu'il y a eu de l'adhérence, tout ça, au niveau motricité, c'était un gros plus. Voilà, donc on peut voir quand même que la conception était assez différente. C'est beaucoup plus massif, les pièces. Voilà, c'était voilà, les barres anti-roulis. Donc c'était une voiture, c'était assez différent quand même. Voilà, c'était aussi une. Voilà. Et en dessous, on peut voir la conception. Alors PB, c'était un châssis époxy qui allait tout le long et il mettait un pod, tandis qu'il y avait un raccord ici. Bon, je peux vous dire, ça pliait bien là. Vous voyez, il y a un fraisage dans le pod et il y a le raccord avec le châssis époxy. Alors ça, direct, ça pliait bien. Bon, sur toutes les voitures, hein, mais particulièrement la Serpent. Ouais, le châssis, c'était assez simple. Et donc l'accès pour le cerveau, la fixation du cerveau, vous voyez, c'était ici. Donc c'était pas extrêmement accessible. Autre caractéristique aussi, PB, ils ont eu d'entrée un réservoir quand ils ont sorti l'Alpha, qui était relativement moderne. Là, quand même, c'est un réservoir opaque. Et vous voyez, le bouchon, c'est un ressort au milieu. Et bing, ça bouchait comme ça. Bon, ça va à peu près. Mais ils ont mis un petit moment à sortir un réservoir plus moderne. Et justement, dans l'article sur le championnat du monde, là, ils en parlent, qu'il y avait les premiers prototypes lors du championnat du monde de réservoirs entre guillemets modernes. Mais c'est Serpent aussi qui a sorti le premier réservoir qui a été énormément utilisé par la suite sur beaucoup de voitures, et notamment en tout terrain. Il y a beaucoup de voitures où on adaptait un réservoir Serpent. Donc voici la Serpent Quattro. Là, c'est la première, hein, d'Euromotrice, sans amortisseur, sans rien. Après, alors elle date pas de la même année, hein, mais je vais vous montrer des évolutions. Celle-là, c'est la même triangulation, tout ça, sauf que déjà, ils avaient rajouté des amortisseurs en alu. En plus, qui étaient double effet réglables. Enfin, c'était assez sophistiqué, les amortisseurs Serpent. On voit que là, maintenant, elle est passée à la platine alu, en aluminium. Qu'ils ont mis un renfort pour le châssis ici. Et que le châssis est maintenant entièrement en aluminium, hein. C'était pour éviter la faiblesse qu'il y avait là. Bon, il restait assez fin. Et là, je vois, je mets sur la plaque, ça se voit qu'il est un peu plié. Alors là, et elle, je voulais vous la montrer, parce qu'il y a une petite caractéristique. Alors déjà, contrairement à l'autre, qui était une fixation par écrou d'un roue à l'arrière, là, il y a un démontage rapide.
Voilà. Et il y a une transmission. Alors ça, je pense que c'était pas encore sorti. Ils ont dû le sortir courant 84. Je me rappelle plus exactement, mais il y avait une cascade de pignons. À un moment, ils se sont dit, bah, pourquoi laisser une chaîne ou mettre une courroie? On va mettre une transmission par pignon. Donc ils avaient fait ce système-là. Et en fin de compte, c'était pas très fiable. Ça a été vite arrêté. C'est pour ça, ça c'est une voiture, dès que je l'ai trouvée, je l'ai pris juste pour ça, pour la transmission par cascade de pignon. On retrouve celle-là. Alors ça, c'était pas encore sorti, hein. Celle-là, elle a une boîte de vitesse. Alors ça, par contre, je pense que c'est Serpent. C'était plus ou moins les deux en même temps. Serpent et PB qu'ils ont sorti la boîte de vitesse. Donc à Maslot, hein. Voilà, donc ça, a été un gros plus, hein, quand c'est sorti. Et là, on voit les amortisseurs hydrauliques et le fameux différentiel à billes Serpent. Et je vais vous montrer une dernière, hein. C'est toujours une Quattro, hein. Donc là, ça doit être vraiment les toutes premières 4x4. Après, ils l'ont fait évoluer en 4 roues motrices, cette voiture. Alors, au début, ils n'avaient pas du tout prévu de le faire en 4x4, mais après, quand ils ont voulu faire des essais, donc il a fallu faire des tests, c'était des kits d'adaptation, en fin de compte. Et on peut s'apercevoir que, alors là, celle-là, déjà, elle est passée à la courroie. Voilà. Donc ça devait être les toutes premières qui avaient des courroies, comme les voitures actuelles. Et on peut voir l'implantation au niveau qui est un peu différente, hein, de maintenant, parce que maintenant c'est tendance à être plutôt une grande courroie ici et une petite à l'avant. Là c'était le contraire, il y avait donc la courroie intermédiaire et celle qui allait jusqu'à l'avant était là. Et il y avait déjà le système de roue libre, voilà, qui était, alors, je sais plus si c'était dans les moyeux ou dans les axes. Enfin voilà, et le premier réservoir, donc le premier réservoir moderne, ça a été celui-là, hein, le Serpent qui était donc transparent avec même une graduation ici pour le contenu. Voilà. Et là, on peut voir le châssis qui est en une pièce. En fin de compte, là, c'est trois voitures. C'est des quattro, mais de génération légèrement différente, hein, mais l'évolution elle a été vraiment très rapide. Celle-là, en fin de compte, elle a eu la première sans amortisseur, elle a eu une carrière assez brève. Rapidement, ils ont sorti des kits, hein. Souvent, c'était des kits pour monter les amortisseurs hydrauliques, pour faire évoluer. Voilà. Donc, pour les situer exactement, ça, je dirais à peu près, ça doit être début 83 peut-être. Je sais pas exactement. Et après, c'est dur de situer exactement les dates parce que en plus, là, par exemple, ça, c'est des voitures qu'on servi en course, sûrement. Donc, les pilotes, ils les adaptaient au fur et à mesure que les pièces sortaient. Allez, maintenant, on va passer à la marque SG. Et maintenant, on arrive à la marque italienne SG. Ah, c'était peut-être les plus belles, hein. Enfin, moi, j'aimais bien cette voiture et en plus, il y avait quelques. Ils sont pas contentés de copier les autres. Ils ont fait pas mal de choses qui étaient différents. Alors, on a la version IS4, hein, la Columbia IS4. Alors ça, c'est la génération qui est juste avant. Voilà. Après, on a ici deux MK2 qui sont assez différentes. On va voir ça. Alors, on va déjà regarder l'IS4. Donc ça, c'est une voiture qui a peut-être couru ce championnat du monde, hein. La MK2 était sortie, mais elle était quand même assez proche de cette voiture. Alors déjà, la caractéristique, c'était la platine qui était en époxy. On peut voir gravé là. Ah, c'est une voiture, moi, j'adore. J'ai eu du mal à en trouver une qui était à peu près correcte. Et une fois que je l'ai trouvée, bah, il s'avérait que quand j'ai connu Cyril, quand il a racheté un stock là, de vieilles voitures, ah, il en avait deux, trois dedans. Et j'ai dit, ah mince, je me suis embêté pour rien. Parce qu'en fin de compte, il s'est retrouvé avec plein de pièces de ça. Et ça, c'est une voiture, et je crois qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui l'aiment beaucoup. Donc, platine en époxy, le réservoir SG qu'on a trouvé sur plein de voitures par la suite. Et le châssis, là, il était comme les PB, en fin de compte, tout en époxy et avec un pod en aluminium ici, voilà, pour rigidifier, pour le refroidissement et pour noyer aussi les vis moteurs. Voilà. Donc, ce que j'aimais, moi, celle-là, donc, c'est le train avant. On peut voir, les triangles étaient assez courts, c'était assez large. Les amortisseurs, ils étaient en dessous, hein. C'était des gros amortisseurs, ils avaient un assez gros volume. La chasse, elle était très facilement réglable, hein. Vous voyez ici, avec les... On pouvait facilement déplacer le triangle. Et c'était un train avant sur rotule. Voilà. Donc ça, c'était la barre anti-roulis. On voit ici, il y a le réglage. Euh, où c'est qu'on a les autres réglages? C'est voilà, ici on a le système de ressort.
Voilà, donc qui est réglable par un excentrique. Je sais pas si vous le voyez, l'excentrique ici. Et dessus, on a bon, un pot vraiment de l'époque, hein, qu'on faisait. Hein, vous voyez, c'est de l'inox, hein, c'est métallique. Il y a même la prise de pressu qui est en métal. Donc là, récepteur et accuse étaient suspendus. Et là, le moteur, vous voyez qu'il n'y a pas de support. C'est un Pico Delta. Alors ça, je vais vous le présenter après. C'était vraiment un moteur assez original, avec le petit filtre à air de l'époque, avec son petit autocollant. Là, c'était un différentiel à pignon. Là, c'était comme la PB, il y avait le frein directement, alors tout alu, hein, bien sûr, et le frein était directement le disque sur le différentiel, et on voit le système de cam ici. Qu'est-ce qu'il y a? Les barres anti-roulis, hein, qui étaient assez balèzes. On voit les amortisseurs, les gros amortisseurs. Enfin voilà, moi je trouve que c'était une très belle voiture. Et après, sur cette base-là, donc il y a beaucoup de pièces, je pense, qui sont plus ou moins communes, hein. Hop, je la range. Je t'aime, toi, je t'aime. Voilà. Non, mais c'est vrai que cette voiture, je l'adore, moi. Et là, nous avons une MK2. Alors, qu'est-ce qui a changé sur la MK2? Alors déjà, le châssis, il est tout alu. On voit le pod qui est doublé ici. Ce qui a changé aussi, c'est la platine, hein, bien sûr, qui est en aluminium. Là, on voit celle-là. Alors là, par contre, on peut pas dire que c'est les MK2. Il y en a eu, je sais pas combien de versions, ça arrêtait pas de bouger. On voit celle-là, elle est renforcée. Là, il y a une pièce en époxy qui renforce le train avant, et il y a un unique amortisseur. Regardez, l'amortisseur, hein, il est là avec une tige immense. Donc il y a un mono-amortisseur. Là, on voit les réglages de suspension, hein, de butée de suspension, la barre anti-roulis, les excentriques ici pour les ressorts. Donc on peut voir ça, ça avait été changé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le palier ici intermédiaire qui est en aluminium. Sur l'IS4, il était en plastique. Voilà, là c'est passé de la chaîne. Ici c'était la chaîne. Là on est passé sur une courroie en plus qui est énorme. Voilà, donc ça, pareil, à l'arrière, celle-là, il y a un unique amortisseur. Voilà. Et si on regarde, pour ça, je voulais vous montrer, vous expliquer. En fin de compte, c'est pour vous montrer qu'à l'époque, ça évoluait très vite. Voilà, c'est pas comme maintenant où il se passe plus grand-chose, même rien, on peut dire. À l'époque, ça bougeait énormément parce qu'on n'avait pas encore défini ce que c'était la voiture de piste type, quoi. C'était en constante évolution. Et là, on peut voir que celle-là, déjà, ils ont mis une sorte de pare-choc à l'arrière. Et pour les amortisseurs, c'est pas du tout la même chose. Là, c'était une tige pour deux amortisseurs, c'était commun. Voilà, donc vous voyez, c'est le montage qui est différent. Ici, la platine aussi, c'est différent. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là. Alors je pense que ça, c'était une version un peu bidouillée, un peu intermédiaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut voir la fixation là pour l'aileron, enfin je veux dire, sur la fusée était en aluminium. Là, c'était moulé en plastique, c'était assez différent. Au niveau du train avant, on peut voir le sauve-cerveau, c'est pas du tout le même. Donc là, ça a été vraiment la MK2 standard après. Le sauve-cerveau était guidé par il y a un petit support et c'est qu'un roulement était sur roulement. Alors ça, c'était vraiment une première, et ça permettait d'avoir une direction précise et douce. Et là, comme à l'arrière, on a deux cordes d'amortisseur pour une tige unique. Voilà. Donc là, et il y a eu mais des versions, il y en a eu plein. Il y avait beaucoup de magasins qui se spécialisaient dans les pièces SG. Je me rappelle comme Monaco Model, par exemple, qui faisait plein de pièces pour cette voiture option. Et là, on a donc les fusées, hein, qui étaient spécifiques à cette version. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ASG. Maintenant, on va montrer deux autres voitures américaines qui étaient présentes à ce championnat du monde.